Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode où on va parler de DevOps avec Patrick comme toujours. Salut Patrick. Salut à tous. Et on a un invité, Christophe Chaudier, qui a eu aussi une chaîne sur le DevOps, les compagnons du DevOps, qui est un podcast. Salut Christophe. Salut. Cool, on va parler. Alors, nous ici, on a plutôt la culture de parler du front, du back, mais je crois pas qu'on a déjà invité quelqu'un pour nous parler un petit peu de cette culture DevOps. Alors, nous, on est un petit peu novices là-dedans. Peut-être avant de plonger dans le cœur du sujet, de savoir c'est quoi le DevOps, c'est quoi cette culture, la définition exacte. Est-ce que, à la limite, tu peux peut-être te présenter, d'où est-ce que tu viens et pourquoi aujourd'hui tu fais du DevOps et Ouais, je vais essayer de faire court. Alors, d'où est-ce que je viens? Alors, j'ai commencé ma carrière avec le bug de l'an 2000. J'aime bien dire ça parce que pour ceux qui ont connu, c'était un événement important. Au début, j'étais un développeur back et puis après, je suis rentré dans les SS2I, puis j'ai fait beaucoup de prestations et je me suis mis à faire du déploiement d'applications de plus en plus. Et j'ai senti dans les grandes boîtes, parce que je suis passé par un peu toutes les grandes boîtes, le problème entre les développeurs et les ops, les fameux administrateurs système, administrateurs cloud, il n'y en avait pas encore, etc. Et les problèmes qu'on avait entre nous, les problèmes entre services, etc. Et aux alentours de 2010-2012, je me suis posé des questions justement sur comment est-ce qu'on peut fluidifier tout ça. Et à ce moment-là, j'ai décidé de devenir freelance. C'est là où j'ai découvert le DevOps dans sa grande voilà, dans la thématique. Et j'ai décidé de devenir administrateur système cloud pour vraiment aider les entreprises à faire du développement et du déploiement surtout. Et aujourd'hui, je fais plus ça, puisque aujourd'hui, je suis CTO et Product Owner d'un SaaS qui s'appelle Frogit, qui est un concurrent de GitLab et de GitHub ok. pour faire simple. C'est David contre Goliath. Je fais aussi du mentorat et de la formation autour du DevOps et de Git et de GitLab de manière globale. Ok. Yeah. Et Frogit, c'est un service qui est français? C'est un service qui est 100% français, qui est hébergé en France dans des data centers français, puisque nos fournisseurs sont Scalway et OVH et d'autres, parce qu'on a Ok, plusieurs hébergeurs. super. Et ok, tu parles de DevOps, de déploiement, tout ça. Souvent, en fait, c'est un mot un petit peu fourre-tout, le DevOps. Est-ce que on pourrait peut-être un peu clarifier les choses ou au moins donner ta version, toi, ta définition du DevOps, c'est quoi? Ouais, alors ça tombe bien parce que j'ai une définition que je donne dans mes formations. Et ma définition, en fait, c'est celle-là. Le DevOps, en fait, c'est un mouvement et une philosophie qui vise à faire collaborer les équipes IT pour améliorer en continu les outils de l'entreprise. Et j'aime bien cette définition parce qu'elle parle des gens et Hmm. des gens qui font l'entreprise. Parce que souvent, quand on va chercher les définitions DevOps, on ne parle pas des gens et il n'y a pas cet aspect faire collaborer les équipes. Et honnêtement, le DevOps, c'est vraiment un mouvement et une philosophie qui vise à ce que les équipes de développement et les équipes d'exploitation, qui sont les personnes qui gèrent les infrastructures et qui déploient les applications qui sont développées par les équipes de développement, et ben, que ces deux populations-là, elles se parlent, elles collaborent et surtout qu'elles arrivent ensemble à travailler et à améliorer en continu, que ce soit l'outil informatique, l'application ou l'infrastructure. Hmm. Ok. Et il y a cette notion-là d'amélioration continue, d'automatisation qui transparaît en fait dans le mouvement DevOps. Ok, parce que ouais, moi je pensais que c'était vraiment du déploiement, c'est-à-dire en fait comment je vais distribuer en fait mon applicatif à travers une infrastructure quoi. Mais toi, elle est beaucoup plus, on va dire un peu méta quoi. C'est plus beaucoup plus englobant parce que il y a cette culture et cette philosophie d'entraide autour du logiciel. Ok, c'est beaucoup plus puissant pour le coup. Ouais, parce que souvent, en fait, la plupart des boîtes, en fait, elles ne pensent qu'au déploiement parce qu'en effet, Mm. c'est ce qu'on appelle un quick win, c'est pour accélérer ton déploiement et pour réduire ton time to market. Je pense que ça parle à tout le monde, le time to market, sinon je peux le définir. Mais pour réduire ce time to market-là, tu vas utiliser des méthodes de déploiement automatisées et souvent, c'est ce qui est mis en place et ce qui est mis derrière le mot DevOps. Mais le DevOps, ça se limite pas qu'à ça.
Ouais. Puisqu'après, derrière, une fois que tu as mis en place ton application, il faut la mesurer, il faut vérifier qu'elle s'écroule pas, que les perfs soient bonnes, faut la corriger. Enfin, il y a plein de trucs dans le cycle de vie d'une application. Il n'y a pas que le déploiement. Et Ouais, puis il y a aussi la Vas-y, vas-y. communication entre les devs qui expliquent, voilà, notre app elle fait ça, on a besoin de ça, etc. Et puis la personne qui va dire, ok, bah, le serveur il faut qu'il fasse ça parce que sinon ça va pas bien fonctionner, etc. C'est aussi la communication des fois qui ça aide aussi beaucoup, non? C'est ça? T'es un peu le Et- développeur happiness en fait. Exactement, mais moi c'est comme ça que je me vois. C'est comme la personne qui va aider son équipe de développement. Souvent, moi j'étais le seul ops dans les équipes de développement parce que quand j'ai commencé à faire justement à être freelance, je m'adressais à des gens qui avaient des applications assez grosses pour faire appel à des ops, Mm. euh, mais pas assez grosses pour avoir une pelletée d'ops à disposition. Donc du coup, j'étais intégré dans l'équipe de développement en tant qu'ops, et mon rôle était de leur faciliter la vie, de leur faire comprendre c'est quoi en fait la vie d'une application en production, parce qu'il y a ça en fait quand on développe, souvent on n'a pas cette vision-là de la production, on sait pas trop ce que c'est, et aussi de les aider avec des outils, parce que moi je suis un ops qui est un Mm. ancien développeur. Et du coup, j'aime encore cette partie automatisation. C'est un des trucs que je préfère. Et du coup, je trouve que mon rôle d'ops et de développeur d'infrastructure, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce terme-là, et ben je le préfère à mon rôle de développeur d'avant. Ok, donc en fait, c'est vraiment, tu es à disposition des équipes front ou back pour pouvoir en fait mettre à profit tout leur travail, le rendre accessible dans la main des utilisateurs finaux le plus facilement et le plus ouais, simplement possible avec le moins de friction possible, quoi. Exactement. Il y a Ouais, c'est ça, et vraiment le puis il y a travail de aussi facilitateur, quoi. améliorer leurs outils au quotidien pour qu'ils aient un environnement de travail le plus proche possible de la production. Ouais. Puis ça Ok. c'est vraiment, c'est vrai que putain enfin en tant que dev, tu peux vraiment vite perdre du temps sur le déploiement, et ça, tout ce qui est tooling en fait à le configurer. Et si t'as quelqu'un qui le fait à ta place, c'est génial en fait. Ouais, et puis il y a ça, puis il y a la standardisation, parce que mine de rien, enfin, vous êtes des développeurs front, donc ça veut dire que vous utilisez NPM et les Ah bah oui. packages JSON, et tous ces trucs-là, en fait, ça existe dans tous les langages. Et si on prend pas l'habitude de tout standardiser et d'avoir des environnements qui se ressemblent, alors je parle à des entreprises parfois qui peuvent avoir plusieurs applications qui se ressemblent. Si tu standardises pas, chaque équipe va faire à sa manière, et du coup ton entreprise elle va se retrouver à avoir ah bah telle application Node elle est déployée comme ça, telle autre application Node elle est déployée différemment, etc. Et après tu n'as plus d'uniformité, alors qu'en fait si tu arrives à uniformiser les choses et à les automatiser, bah tu vas gagner du temps global dans l'entreprise et donc de l'argent évidemment. Et est-ce que toute cette culture de monorepo, elle s'inscrit dans cette démarche-là, justement de tout centraliser, pareil avec les workspaces, pour justement toutes les arbres de dépendance, le limiter au maximum. Est-ce que tout ça, ça s'inscrit aussi dans cette culture de simplification pour le développeur, et donc ça rentre en fait dans ton scope et dans ton giron? Alors, le monorepo, en fait, c'est chaque entreprise et chaque équipe qui va trouver son mode de fonctionnement. J'ai tendance à dire souvent, il n'y a pas une manière de faire le DevOps, et chaque entreprise elle doit trouver sa manière. Par contre, il y a des préceptes à aborder, c'est-à-dire, en effet, la question c'est est-ce qu'on va aller vers un monorepo, est-ce qu'on va aller vers plusieurs repos, et une fois qu'on a fait notre choix, en fonction des critères, il faut qu'on le partage au sein de l'entreprise. Il faut que toutes les équipes elles puissent aller là. Mais il n'y a pas vraiment de comment dire. Le Il y a, il Graal. y a Ouais, il n'y a pas de méthode en fait. Il n'y a pas une méthode DevOps. Il y a vraiment plusieurs méthodes. Il y a des bonnes pratiques. Mm. Et en fonction des résultats qu'on veut obtenir, il y a des choix à faire. Et Ok. le monorepo ou pas, c'est Ouais. un sujet qui nous anime, hein, évidemment, mais Alors ouais. on n'a pas tranché. On n'a pas Alors tranché. moi justement j'ai une question là-dessus, tiens. Je t'ai un petit peu, mais alors on parle de monorepo. Est-ce que tu... Alors moi j'ai l'impression que le serverless, là, les gens sont un petit peu revenus et reviennent vraiment sur du monorepo un peu plus classique, un peu plus basique en fait. Est-ce que tu as cette impression ou est-ce que tu vois ce phénomène en fait de le serverless c'est trop compliqué en fait de tout séparer en différents trucs.
on revient sur un monorepo, c'est plus simple. Bah, en fait, tu peux faire du serverless en monorepo, hein. À partir du moment où tes fonctions, tu les as mis quelque part dans ton monorepo. En fait, le serverless, c'est juste, tu crées une application qui est événementielle. Et donc après, il faut gérer tes événements et puis surtout, il faut que ton infrastructure, plutôt que ton architecture d'application, elle soit bien pensée. Le serverless, c'est bien pour faire des trucs à l'événement, justement. Mais après, pour faire toute une application, je sais pas. Moi, honnêtement, le serverless, à part pour traiter des événements, puisque nous, on a, par exemple, typiquement pour Frogit, on utilise Make, qui est un outil no-code. Et du coup, on pourrait faire des fonctions serverless, ce serait pareil. On a décidé de faire du no-code, mais pour certains trucs, en fait. Typiquement, il y a une prise de commande, hop, on va créer un utilisateur dans notre SaaS, et ben on va passer par ça. On pourrait faire une fonction serverless. Mais après, est-ce que toute une application, elle peut être en serverless? Ça dépend vraiment des applications. Ça va être le métier qui va plutôt dicter les bonnes pratiques. Est-ce que le métier est adapté à ce type d'architecture en serverless ou pas, quoi. Mais après, c'est comment on va organiser notre code. Voilà, telle instance va être montée, mais ça, c'est plus sur le versionning de notre code base. Est-ce qu'on centralise tout sur un monorepo ou pas, quoi. Ça va être des choix stratégiques de la boîte, quoi. Oui, puis ça peut très bien, tu peux très bien avoir un monorepo pour plusieurs équipes, c'est pas gênant, à partir du moment où toutes les équipes partagent le même flux de développement et qu'il n'y ait pas de soucis, en fait. Et que après, tu peux avoir un monorepo avec des répertoires séparés en fonction des domaines métiers, je sais pas. Alors, moi, je suis pas très monorepo, mais bon. Ah ouais, t'es pas très monorepo? Parce que la légende dit que Google a un seul répertoire pour tous leurs services, en fait. Alors, je sais pas, j'ai jamais vu, mais il paraît que Google a un seul répertoire, en fait. Bah, je sais pas comment ils font. Moi, je m'y retrouverai pas parce que même moi, dans des petits dépôts, j'aime bien créer des répertoires. Ouais. Donc, j'aime bien ranger les choses. Ok. Et non, mais ça se tient carrément. Tu disais tout à l'heure que tu travailles avec différentes équipes, avec différentes boîtes, et tu as travaillé avec différentes tailles d'équipes. Justement, à partir de quel moment on peut dédier du temps à un poste de DevOps pur où la personne est vraiment dédiée à la mise en place justement de tous ces environnements pour fluidifier un petit peu tout ça? Est-ce qu'il y a des seuils critiques pour dire, OK, à partir de X nombre de développeurs, où en fait la collaboration va devenir beaucoup plus compliquée, donc il est recommandé en fait de peut-être dédier un peu de temps à ça? Est-ce que tu as ce genre d'informations quand même ou pas du tout? Moi, j'aurais tendance à dire, déjà, quand les gens ils viennent me voir, souvent, ils me demandent, alors, quand les startups, elles viennent me voir, elles me disent, ouais, je voudrais passer sur Kubernetes, etc. Donc, je sonde un peu, c'est souvent ça, c'est, on veut déployer Kubernetes. Donc, je sonde un peu les besoins et souvent, je m'aperçois qu'ils pourraient aller typiquement sur un PaaS, plateforme as a service, type Clever Cloud, Heroku, etc. Donc, je leur conseille plutôt d'aller là-dessus. Et en fait, à partir du moment où les applications ont beaucoup d'utilisateurs et commencent à avoir des problèmes de performance, c'est là où justement tu devrais aller voir un Ops. Parce que il va falloir commencer à faire des stats, à aller chercher pourquoi est-ce que tu as des problèmes de performance, commencer à architecturer ton application, et donc aller soit vers du microservice, soit externaliser certains trucs, et penser pour le coup l'architecture de ton application et non plus comme un truc en effet monorepo que tu vas déployer sur ton PaaS. À mon avis, c'est quand tu commences à avoir des problèmes de performance que tu dois t'adresser à un Ops. Parce que lui, il a l'habitude de ça. Ok, mais est-ce que justement, c'est pas, alors, c'est la poule ou l'œuf, mais en fait, est-ce que c'est pas déjà un peu trop tard quand tu te rends compte que tu as des problèmes de perf et peut-être que toi, tu vas arriver en disant, les gars, vous avez fait n'importe quoi et donc il faut tout reprendre. Est-ce que on pourrait, dans un monde idéal, anticiper cette montée en charge d'Ops et en fait penser le service, l'application métier directement à sa conception en disant les best practices de DevOps, même si on n'est que 2 aujourd'hui,
où on a très peu d'utilisateurs, on va respecter et on va mettre en place ces best practices DevOps qui vont nous permettre demain en fait de plus facilement scaler. Est-ce que ça c'est possible ou pas? Alors ouais, c'est possible. Seulement, en fait, si tu penses tout de suite à concevoir une application qui va scaler dans l'avenir, tu vas faire des dépenses pour scaler, alors que tu sais pas si tu vas avoir besoin de scaler. Je te prends un exemple. Tu es t'es dans un moment où tu montes une startup, tu crées ton produit, sauf qu'en fait, ça se trouve, dans un an, ton produit sera mort parce que tu n'auras pas son client et puis tu vas mettre la clé sous la porte. Est-ce que le plus important, c'est de faire de l'argent et donc de mettre à disposition ton produit pour le vendre? Ou est-ce que ta priorité, c'est de penser au futur scale qui va avoir lieu et donc de retarder encore ta mise à disposition du produit? Ouais, Et complètement. pour nous, dans le mouvement DevOps, moi je le rappelle à chaque fois que je fais des formations, c'est le retour sur investissement. Il doit être dans notre tête constamment parce qu'on est là quand même pour que l'entreprise elle gagne de l'argent, puisque l'entreprise nous paye et nous, ou alors nous contracte parce que quand on est freelance. Et donc le but du jeu quand même d'une entreprise, c'est qu'elle gagne de l'argent. Donc le retour sur investissement, il doit toujours être là et donc on doit toujours faire des petits pas pour atteindre notre objectif, mais sans forcément se projeter trop loin. Parce que sinon, le retour sur investissement, il ne sera pas là tout de suite. Alors, rien ne nous empêche de mettre en place des bonnes pratiques, mais là, j'ai envie de dire, c'est plutôt un travail personnel de chaque développeur et développeuse, et puis de l'équipe, de s'auto-former aux bonnes pratiques et de les appliquer tout le temps, en fait. Parce que, en fait, le DevOps, c'est un mouvement, je ne l'ai peut-être pas dit, hein, mais c'est un mouvement transverse. Et donc, on a des ops, DevOps, c'est pour ça que je parle d'ops. On a des ops d'administrateurs système, des administratrices cloud, DevOps, et on a des devs, DevOps, qui sont aussi dans cette philosophie. Et pour moi, c'est un truc transverse, cette philosophie. Ok. Après, donc si on essaye de résumer, faut pas aller trop vite et faut pas mettre des usines à gaz sous prétexte que peut-être un jour on va scale, quoi. Bah ouais, Donc c'est approche incrémentale et on change quand on a besoin, quoi. Dans le développement, c'est la même chose. Hein. Quand tu développes quelque chose, tu vas pas penser à des choses qui potentiellement vont évoluer. Non, tu fais la fonction que tu as besoin au jour le jour et puis après tu fais évoluer, quoi. Mais par contre, c'est vrai que comme tu dis, c'est aussi important d'avoir quelqu'un comme toi au début. Je vais aller sur Kubernetes. Ah non, mon gars, attends, là tu t'emballes. Non, ça va te suffire. Ça, c'est quand même important quand même de passer par quelqu'un comme toi pour avoir au moins un conseil là-dessus, quoi, je pense. Exactement. Et ça, je m'en suis aperçu parce que il y a beaucoup de gens qui viennent me voir. Et en fait, en discutant 1 heure, 2 heures, ça suffit à les orienter. Et en fait, moi, typiquement, j'ai développé un service de mentorat. C'est pas de la prestation, c'est juste les gens, ils prennent du mentorat chez moi. Donc, on se voit 1 heure par mois, 1 heure toutes les 2 semaines ou 1 heure par semaine. Ils me posent des questions et puis moi, je leur réponds. Et donc, ça leur permet de choisir sans forcément prendre de la presta, de m'acheter un jour par-ci, un jour par-là, etc. C'est du jus de cerveau en discussion, quoi. Exactement, c'est ça. Ouais. Et donc, ça permet de choisir les bonnes orientations sans forcément avoir la connaissance en interne. Et est-ce que de ton côté, tu as le même problème un peu qu'on a, nous, côté dev? Est-ce que les gens mettent toujours les outils avant les besoins? Ouais, toujours. Voilà, ok. Toujours. Toujours. Même chez nous, hein, je dis tout le temps, attendez, on va sonder nos besoins et après on choisira nos outils. Ouais, voilà. Mais c'est exactement ça. Enfin, je peux pas citer ce client-là, mais j'ai bossé pour une boîte quasiment 6 mois à temps plein. J'ai avancé et le gars était obsédé par Microsoft Azure. Je dis, les gars, moi je joue pas à ça, je n'ai pas les compétences et vu votre volumétrie, ça me paraît un petit peu prématuré de partir sur ces services-là. Ça va vous coûter cher, cher à l'usage, mais aussi à l'implémentation parce qu'il n'y a aucune compétence là autour de la table, il n'y a personne qui sait utiliser ça. Donc le temps de se former, vous allez retarder, justement, on parlait de time to market. Et voilà, et ça fait 1 an et l'appli est toujours pas déployée. Véridique. Et ouais, alors qu'ils les gars, vous êtes fous. Avec un bon vieux pass des familles, plateforme as a service, en 3 clics, le truc il était déployé et ça passait, quoi. Et ça passait.
Vraiment. Exactement. Et en plus, là, ils vont être... déjà, ils vont pas le sortir tout de suite. Et quand ils vont le sortir, il va falloir qu'ils aillent chercher des clients donc ou des utilisateurs. Mais ça veut dire que du coup, ils avaient largement le temps de le sortir dans un pass et puis après de se lancer dans le cloud directement. Ouais. Mais après, c'est dur d'aller contre le mouvement, quoi. C'est vraiment, enfin, moi, je me sentais vraiment seul et je pouvais prêcher, mais c'était pas possible. Après, c'était mon client, c'était le boss de la boîte. Bon, bah, à un moment donné, c'est ta boîte, hein. Je ne peux que te conseiller et après, tu fais tes choix. Juste pour revenir sur les passes, euh, ce que je comprends bien, en fait, toi, tu es plutôt pro, on va dire, sur ces plateformes as a service qui viennent quand même automatiser beaucoup de choses. À quel moment on bascule de plateforme as a service à gérer ton infra tout seul? Est-ce Bah, il y a des seuils comme ça à passer ou pas? comme je disais, dès que tu as des problèmes de performance ou tu as beaucoup d'utilisateurs, à un moment donné, les passes suffisent plus. Et c'est Ok, souvent à ce moment-là où en fait où mes clients ou mes prospects venaient me voir quand j'étais encore freelance, ok. parce que moi je leur concevais des infras sur mesure en fonction de leurs applications. Ok. Et budget aussi, budget, parce qu'à un moment donné, peut-être ça devient plus intéressant de passer sur ta propre structure. Oui, alors après c'est kiff-kiff parce que tu vas embaucher quelqu'un qui Ouais, va bah ouais. faire quelque chose. En fait, tu vas gagner un truc, c'est que tu vas gagner en performance et en maîtrise, mais tu vas pas forcément gagner en budget. Parce que en D'accord. fait, les passes, s'ils sont plus chers, c'est parce qu'à un moment donné, t'as pas un ops à payer. C'est ça aussi Oui. qu'il faut Bien voir. sûr, bien C'est sûr. que l'ops, il est externalisé dans les services. Et puis un gros avantage que je vois aussi, on connaît tous des startups qui connaissent l'effet passé à la télé, où il y a un reportage à la télé, tout le monde se connecte, le serveur il est en PLS et déni de service, ça marche pas. Là sur des passes, on coche autoscale et terminé quoi. On n'a pas à gérer ça et on n'a pas un DevOps qui transpire à faire du scale de machine, tout est programmé automatiquement. Donc ça c'est quand même assez confortable C'est pour les vrai, passes, mais quoi. on n'est pas à l'abri. Je vais vous prendre un exemple tout bête, hein. Mm. Dans une application, souvent, il y a une base de données. C'est souvent Mm. elle, en fait, qui est la limite. Alors, c'est Ok. parce que je suis un ops, c'est pour ça. Du coup, c'est pas parce que ton frontal, donc ton application front, elle va être élastique, que ta base de données, elle va s'élastifier. Parce que avoir un agrégat ou un cluster de base de données élastique, c'est très très cher et je pense que les passes le font pas. Et si tu as une centaine de milliers d'utilisateurs qui arrivent, alors certes, tu vas avoir ton application qui va se popper, qui va se dupliquer comme ça à l'infini. Par contre, ta Mais base la de base données de données, non. derrière, voilà, la base de données, elle va devoir encaisser des milliers de requêtes. Et si tes requêtes ne sont pas bien tunées ou si tu fais des tonnes de requêtes à la seconde ou à la microseconde, bah, ton serveur de base de données il va tomber. C'est souvent ça qui va se passer d'ailleurs. Ouais. L'API tombe souvent, ouais, c'est clair. En fait, il y a une élasticité jusqu'à un certain point et ton API, ta base de données, bah, elle suivra plus. Et c'est à ce moment-là où justement, tu dois penser du sur-mesure avec des agrégats complets de bases de données, redondés, etc. Enfin, avec même, tu peux avoir des bases de données en lecture et une en écriture. Enfin, il y a plein de trucs qui sont possibles. Un master et slave, ouais, d'accord. Ça, Ouais, master et C'est, slave par exemple. ça, j'ai connu ça dans une boîte, c'est chaud. Eh ben ouais, c'est chaud. C'est pour ça que t'as des gens qui sont dédiés à ça. Ouais. Donc en fait, souvent, le talon d'Achille, c'est la DB. Ouais, alors souvent le talon d'Achille, c'est la DBA. Ok. C'est pour ça que la première chose qu'on fait quand on repense des applications, souvent c'est de séparer parce que souvent quand les gens viennent nous voir, alors soit ils ont des passes, soit ils ont tout mis sur un seul serveur. La première chose que tu fais, c'est que tu sépares la base de données de la base applicative, etc. Puis après tu remorcelles, tu fais des serveurs dans tous les sens. Enfin bon, mais la base de données, c'est toujours elle qui a des soucis. Là où les parce que tu pourrais avoir plusieurs bases de données. Et je ne sais pas si tu as suivi, il y a un peu une tendance là de retour sur des bases de données un peu plus traditionnelles, type SQLite,
où en fait on va utiliser ça sur des serveurs fichiers pour aller optimiser le temps de réponse et pour pouvoir justement utiliser des scales en élastique assez fort. Je sais pas si tu connais Neon Tech ou des choses comme ça. C'est en fait un service en abstraction qui se fait derrière Postgres. Donc toi en tant que dev, tu as accès à Postgres classique. Par contre, eux derrière, en fait, ils viennent tout enregistrer sur des fichiers type S3 et ils ont un espèce de machine intermédiaire qui te permet en fait de scaler de ouf. Mais c'est encore assez bêta. Non, t'as pas trop d'infos là-dessus? T'as pas vu? Non, je connaissais même pas, mais j'aurais tendance à être frileux parce que PostgreSQL, c'est quand même une base de données qui a été pensée pour plein de choses. Et donc, extraire des données pour les envoyer dans du stockage objet, à un moment donné, comment tu vas faire tes relations entre objets? Ça va devenir compliqué. Et donc, ça veut juste dire que ta base de données, elle va être déportée sur ton serveur d'application. Et donc, je sais pas si ça va être performant. J'ai aucune Par info, tu rapport vois, à... je sais pas, je suis ça parce que pour l'instant, voilà, je suis assez curieux, je veux voir ce que ça dit, mais je voulais juste savoir si toi, tu avais des infos là-dessus. Donc toi, tu serais plutôt Non. un peu frileux là-dessus. Justement, on parlait Bah, c'est surtout que je m'adresse pas en fait parce que je pense que ça c'est vraiment pour des besoins particuliers avec euh, un fort trafic. Et moi, les forts trafics base de données, c'est quelque chose que je fais pas parce que moi, je suis historiquement administrateur cloud system et ça, c'est clairement quelque chose qui est fait par les administrateurs base de données. Et donc, moi, je connais moins. Donc, parce qu'en plus, comme chez les devs, chez les ops, il y a il y plusieurs a des spécialités. branches, bien sûr. Il y a des branches, exactement. Justement, on parle de nouveaux services. Est-ce que aujourd'hui, il y a quand même des services qui évoluent et qui font évoluer vraiment la pratique où il y a de la grosse hype est-ce qu'il y a un petit peu des deux, la vérité est un petit peu au milieu des deux? Eh ben, tu as l'avènement des services managés qui est quand même pas mal. Ce sont pas, tu vois, après les passes, tu as Hmm. l'infrastructure as a service. Donc là, tu vas créer tes infrastructures. Et dans les infrastructures as a service, tu as des services managés. Notamment, l'un des premiers qui est apparu, c'est le stockage objet. Puis ensuite, il y a eu les bases de données. De toute façon, la donnée, c'est le cœur d'une application. Hmm. Les bases de données managées, et puis tu as plein de services managés qui existent. Et ça, c'est vraiment une évolution. Alors, c'est pas récent, puis ça fait quelques années maintenant, mais c'est une évolution qui te permet d'aller encore plus vite aussi. Ok. Et est-ce qu'on peut parler de la dépendance des GAFAM? On peut parler de la dépendance des GAFAM. La dépendance d'Amazon, surtout, tu veux dire. C'est, parce que AWS. en tant que DevOps, tu vois, on parle tout à l'heure d'infrastructure, tout ça. Est-ce que aujourd'hui c'est eux qui prennent la grosse part du marché? Est-ce que leur hégémonie, elle est due au marketing ou elle est due juste parce qu'ils ont plus de machines? Est-ce que nous, on peut rivaliser en termes de souveraineté? Où est-ce qu'on en est? Toutes ces questions-là, ouais, à la fin, dès qu'on parle d'Internet, à la fin, ça finit quand même souvent chez les GAFAM, ou en tout cas, on est obligé de parler des GAFAM. Toi, ton point de vue là-dessus, c'est quoi ta philosophie? Alors, déjà, on va dire ce que c'est que les GAFAM. Je ne sais pas si l'auditoire est, Hmm. est Oui, on peut rappeler, habitué. ouais. Hmm. Donc, les GAFAM, c'est Google, parce que Google Cloud Platform, qui est un hébergeur cloud. Amazon, parce que Amazon Web Services, qui est un hébergeur cloud. Facebook, c'est pas un Meta, hébergeur cloud. Non, Meta, oui, pas c'est faux. vrai. Meta, mais bon. Ouais. c'est Gamam Euh, maintenant. les, les- Et ce serait Microsoft. M pour les Microsoft. AM parce que Ouais. pareil Google c'est Alphabet. Bon bref, Oui. Facebook est un grand fournisseur de projets open source. Ouais. Apple qui est un fournisseur de device qui n'a pas encore de cloud provider, un jour peut-être. Hmm. Et Microsoft qui est Microsoft Azure qui est un cloud provider. Donc déjà dans les GAFAM il y a 3 cloud providers qui en effet se taillent la part du lion puisque la plupart d'Internet tourne sur ces cloud providers.
chez ces 3 cloud providers-là. Et même, on peut aller plus loin, Internet tourne chez Amazon Web Services, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est que si Amazon Web Services prend une décision qui va à l'encontre de la neutralité du net ou s'écroule, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'Amazon s'écroule, et bah il y a une grande partie d'Internet qui disparaît. Ce qui va à l'encontre même de ce qu'est Internet à l'origine, qui est répartition. C'est déjà arrivé, hein, c'est déjà arrivé à des moments que ça répondait plus, Cloudflare, tout ça, et que une majorité des sites ne marchaient plus en fait. Donc, exactement, quand il y a eu le plus gros problème, c'était quand le stockage objet d'Amazon était planté, on a vu un ralentissement d'Internet mondial. Et là, aujourd'hui, alors moi, c'est vrai que je développe sur ma chaîne et dans mes posts de blog l'aspect de la souveraineté numérique. Parce qu'en plus d'être américain et d'être soumis à des lois américaines, on n'a plus l'autonomie sur nos hébergeurs. Et l'aspect légal, moi, m'intéresse fortement parce que je ne sais pas si on peut parler du Cloud Act, mais le Cloud Act et le Patriot Act obligerait ces 3 fournisseurs-là à fournir des données au gouvernement américain si jamais ils décidaient de vouloir avoir les informations d'une entreprise, par exemple, d'une petite start-up française qui développe un outil qui contrevient aux intérêts économiques américains, par exemple. Ouais. Et notamment, et en plus, ils n'ont pas le droit d'en parler. Ils n'ont pas le droit de dire qu'ils ont donné les informations au gouvernement, en plus. C'est ça qui est le plus vicieux, en fait. Exactement. Et même si ces entreprises-là se défendent en disant qu'elles le font pas forcément et qu'elles le font pas beaucoup, le fait est que la possibilité existe et qu'on doit en être conscient. Aujourd'hui, l'autre partie de la question, c'est est-ce qu'on peut rattraper ça? Alors plutôt, pourquoi est-ce qu'elles sont à ces niveaux-là? Eh ben parce que déjà, elles sont parties plus tôt dans le cloud, puisqu'Amazon Web Services a développé le stockage objet avant tout le monde. Enfin, ils sont en avance, justement. Ils sont en avance sur les services qu'ils proposent à leurs utilisateurs, et c'est pour ça qu'ils ont la plus grosse part de marché, que ce soit Amazon, Google ou Microsoft Azure. Ok, juste l'historique. Ouais, historiquement, c'est parce qu'ils sont là avant, et puis surtout qu'ils injectent beaucoup en recherche et développement. Je ne vais pas aborder l'évasion fiscale, qui a un avantage concurrentiel, mais gardez ça à l'esprit. Aujourd'hui, est-ce que c'est trop tard pour nous? En fait, non, parce que contrairement à ce qu'on dit, le cloud, c'est pas si vieux que ça, hein. Je veux dire, le cloud, ça a commencé dans les années 2010, et ça fait pas 20 ans que c'est là, donc c'est pas encore trop tard, en fait. C'est trop tard si on pense que c'est trop tard, c'est sûr. Mais par contre, il y a des solutions libres. Typiquement, il y a OpenStack qui est une solution libre, il y a Kubernetes qui est une solution libre, et des solutions libres qui nous permettent à nous, Européens, de peut-être décider de faire évoluer ces solutions libres aussi, et puis de les implémenter chez nous. Et est-ce qu'aujourd'hui, tes clients, ils sont sensibles à ce type de problème? En tout cas, est-ce que c'est un sujet qui arrive sur la table et qui est abordé, ou c'est admis déjà, de toute façon, ça finira chez Amazon ou chez Google ou chez Microsoft, et les dés c'est comme ça, quoi. Ou justement, ils sont de plus en plus en alerte là-dessus, sur cette propriété des données et ce possible leak de toutes les informations, quoi. Eh ben, on a plusieurs types de clients. Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je suis aussi co-créateur d'un collectif de freelance qui s'appelle l'Hydra. On prône le DevOps, etc. Et justement, on va parler des clients qui viennent chez l'Hydra pour justement avoir des compétences Ops. Et ben, les clients qui viennent chez l'Hydra, ils sont soit sensibilisés, soit ils n'ont pas le choix, parce que nous, on a décidé de ne pas travailler avec les GAFAM. Okay. Pour des contraintes de souveraineté numérique et économique, parce qu'on pense aussi que filer des sous à ces gens-là, filer de la thune en fait, c'est de la thune qui va s'évader du territoire européen et qui va pas revenir. Et donc on va s'appauvrir en faisant ça. Donc nous on a décidé de pas le faire. Donc les gens qui viennent nous voir, on leur dit nous on vous aidera pas à aller vers ces gens-là, donc allez trouver d'autres personnes. Ou alors on a des solutions pour vous, parce qu'il y a des Français, des Européens qui ont des solutions alternatives qui, dans votre cas, pourront s'adapter. Dans certains cas, ça ne s'adapte pas. Faut être honnête, dans certains cas, il faut absolument aller chez eux. Mais ces gens-là, du coup, c'est pas nous qui allons les accompagner. Et aussi,
Mm. Et aussi, du coup, avec nos services en ligne, que ce soit Frogit ou les autres qu'on développe, on met en avant ce truc-là où nous, on est français, on fait héberger en France et on est basé sur des logiciels libres. On a développé le concept de SaaS libre et je voudrais créer un manifeste justement sur le SaaS libre pour proposer une autre voie pour le SaaS, pour justement que les gens qui nous rejoignent, ils soient au courant de tout ça et qu'ils soient au courant que s'ils viennent vers nous, eh ben, ils pourront quand même partir et utiliser le logiciel libre qu'on développe, qu'on intègre en fait. D'accord. Ok. Et Ok. comment ça pourrait s'orchestrer, c'est-à-dire faire un transfert de provider hyper facilement où je branche, en fait, on vient s'extraire de l'infrastructure assez facilement et rapidement, ou comment ça prend Alors, forme? alors, je vais prendre l'exemple de Frogit parce que c'est celui qui va parler plus aux éditeurs et auditrices, puisque Frogit, c'est un équivalent de GitHub. Aujourd'hui, ma volonté, c'est donc Frogit, c'est basé sur Mattermost GitLab. Aujourd'hui. D'accord. Bientôt, il y aura d'autres briques, mais aujourd'hui, c'est Mattermost GitLab. Mon idée, c'est de fournir, au moins pour le GitLab, une extraction de toutes les données qui sont dans GitLab que les personnes pourraient réintégrer dans un autre GitLab. Soit gitlab.com, soit un autre GitLab hébergé par quelqu'un, soit GitLab qui pourrait s'auto-héberger. Et donc l'idée, c'est de fournir en fait un export journalier en fait de toutes les données aux gens. D'abord, je m'adresse à GitLab, puis après, ce sera Mattermost. Et mon idée, c'est vraiment de fournir aux gens un export qu'ils pourront réimporter dans les logiciels. Puisque comme on se base sur des logiciels libres, ils pourraient aller voir un autre fournisseur de GitLab ou un autre fournisseur de Mattermost, ou même l'héberger eux-mêmes, et à partir de ce moment-là, ils auraient ça. Après, ils perdraient toute la partie coopération et toute la glue qu'on va mettre autour, notre plus-value en fait. Mais bon, c'est pas grave. Hein. L'idée, c'est pas qu'ils soient mariés avec nous, les clients. Ouais, et tu vois, tu parles de mariage. Est-ce que aujourd'hui, parce que souvent on l'entend, en fait, quand tu rentres chez Amazon ou quand tu rentres chez les gros, en fait, c'est quasi impossible de sortir. Est-ce que c'est moi j'entends ça, j'ai pas les Mm. outils pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai parce que j'ai pas les compétences pour juger de ça. Toi, qui es un petit peu plus dans la partie, est-ce que tu peux attester que oui, une fois que tu as mis ton pied dedans, au final, sortir va devenir très, très, très compliqué? Ouais, je confirme que c'est très compliqué pour plusieurs raisons. Quand tu vas chez ces fournisseurs-là, ce qui va t'intéresser, c'est les services managés dont je parlais tout à l'heure. Donc la base de données Mhm. managée, le CDN managé, le DNS managé, enfin et le Redis managé, enfin il y a plein de trucs. Même des services qui sont vraiment spécifiques comme si je prends un exemple, load balancer d'Amazon Web Services, il fait plein de trucs. Il fait par exemple de l'autoscaling de serveurs, etc. Enfin, donc tu vas chez eux, tu prends leur service manager parce que tu veux développer ton application, mais du coup ces services managers, ils existent que chez Amazon Web Services. Si tu Mm. veux avoir un équivalent chez Google, c'est d'autres types de services, voire certains n'existent pas. Mm. Et donc si tu développes, puisque du coup moi je fais du code d'infrastructure, si tu développes ton code d'infrastructure pour Amazon, il va falloir que tu le réécrives pour Google Ouais. par exemple. Mm. Et si tu vas chez ces gens-là pour utiliser des briques libres, comme par exemple Kubernetes, et ben en fait, la question se pose, pourquoi est-ce que tu vas aller chez ces gens-là si tu peux le faire ailleurs en fait? Mm. Donc souvent, quand tu vas chez ces gens-là, tu prends une partie de service managé, une partie de briques libres parce que tu veux pouvoir t'extraire facilement, mais tu as toujours un morceau où il Mm. t'aura facilité la vie Et donc tu parce que deviens dépendant en fait de cette brique et après ça devient quasiment la pierre angulaire de ton architecture et Mm. ta migration en devient quasi impossible parce que cette pierre angulaire tu peux pas la porter facilement à côté quoi. ouais, et puis ça a un coût aussi, la Bien sûr. migration a un coût, hein. Ouais, ouais. Mm. Aussi Donc bien en C'est- infra mais surtout en homme quoi. En temps homme ah bah, c'est surtout monstrueux. en homme, ouais. Ah ouais, On bien a, sûr. on a l'exemple avec Bedrock, ceux qui font M6, tout ça là, à Lyon, en fait, qui ont fait la migration sur Amazon. Il y a un livre, le projet Copenhague, qui explique en fait la migration et ils expliquent vraiment la dépendance et le temps de développement pour s'adapter à Amazon en fait. Et ils ont vraiment hésité longtemps avant d'y aller parce que justement c'était un gros investissement en temps, rien que pour s'adapter à Amazon en fait.
Oui, et ben justement, et ça aussi, c'est un autre truc, c'est que si tu vas chez ces gens-là, tu as des compétences internes qui vont se former à Amazon Web Services, par exemple. Et donc, quand tu vas vouloir sortir, qu'est-ce que tu fais des gens qui se sont formés à Amazon Web Services? Est-ce que tu vas les former à d'autres trucs? Mm. Est-ce qu'ils vont partir ailleurs? Enfin, toutes ces questions-là aussi, c'est un vrai coût, en fait, pour l'entreprise. Ah oui, oui, complètement. Ouais. Mm. Et Après, moi, j'ai tendance à prôner le plus possible utiliser des briques libres si vous Ouais. pouvez, et ne soyez pas marié à un service managé. Même si c'est vachement bien un service managé, mais si vous avez les moyens, essayez de faire autrement. Si je résume ce que, pardon, excuse-moi, Vas-y, Alex. vas-y. Si je résume, en gros, moi, ce que j'ai compris, en fait, c'est que si on veut développer nos services européens, français, tout ça, c'est à nous, en fait, d'aller vers eux pour leur donner les moyens et l'argent aussi, parce qu'on va les payer, de se développer, en fait, et arrêter de financer, en fait, ces services américains, tout ça, et voilà, arrêter leur développement par notre utilisation, en fait. T'as très bien résumé. Il faut savoir un truc, c'est que ces gens-là, et on pourrait même parler à quelqu'un qui n'est pas un GAFA, mais Samsung, par exemple, tout le monde connaît. En fait, ces grosses boîtes, elles sont pas venues de nulle part, et ces boîtes américaines, elles existent parce qu'elles ont eu des très très gros contrats avec l'État américain, et l'État américain fait ce qu'on fait pas en Europe, c'est-à-dire elles aident ces entreprises. Mm. Typiquement, SpaceX n'existerait pas sans l'État américain. Enfin, je veux dire, on n'aurait pas, on n'aurait pas Starlink en fait si l'État américain avait pas filé des tonnes de thunes à SpaceX pour qu'il Mm. développe une navette. C'est pareil pour les GAFAM. Si on veut en effet si on veut avoir des fournisseurs européens, il va falloir les aider. Nous, c'est le choix qu'on a fait, donc c'est pour ça qu'on essaie d'utiliser des cloud providers français. Après, nous, on est tout petits, hein. On va pas filer beaucoup de thunes aux cloud providers, c'est pas avec nous qu'ils vont gagner des thunes. Mais si on est assez nombreux à faire ça, et puis surtout si les Les boîtes États se françaises, mettent à quoi, le ouais. faire, Ouais, on va pouvoir arriver à faire des choses. On clairement. va pouvoir arriver à les titiller, hein. Je veux dire, on a des très bons, enfin, en plus en France, ce qu'on ne sait pas et ce que je me suis aperçu récemment, c'est qu'on est dans les leaders du cloud en Europe. Mm. On a le plus de data centers en France, on a beaucoup d'entreprises qui sont leaders dans leur marché. Si on pense à Mm. OVH, c'est un leader européen, hein. Voilà, justement, j'allais te demander enfin, tu peux en citer plusieurs, mais quel service tu recommanderais ou à utiliser On en n'a fait en aucun lien France, en Europe? d'affiliation, que les choses Non, soient non, mais claires. voilà, c'est pour ça il faut en citer plusieurs, mais Ouais, surtout que j'essaie de développer de l'affiliation avec ces gens-là, mais c'est dur. Typiquement, si vous voulez aller sur du PaaS, on en a parlé du platform as a service, eh ben, allez voir ce que fait Clever Cloud. C'est très ouais. bien. Eux, ils font alors, je ne vais pas utiliser le terme intelligence artificielle, mais c'est de l'apprentissage, du deep learning, je crois. En tout cas, ils font de l'apprentissage sur l'infrastructure, et du coup, ça leur permet de proposer un service qui est vachement bien. Un autre français aussi qui fait un pass, c'est Scalingo. Ouh. Et On est Je connais bien. Ouais. on est pro Scalingo ici aussi. Ouais. bah voilà, alors moi j'ai pas testé ni l'un ni l'autre parce que moi le pass c'est pas mon cœur de métier, moi c'est plutôt le IaaS, l'infrastructure as a service. Et au niveau du IaaS, honnêtement, moi je conseille Scalway parce que j'ai un très gros problème avec le support OVH. Ils le savent, hein, que j'ai un gros problème avec eux. Et je suis pas tout seul à avoir un problème avec le support d'OVH. Mais en même temps, OVH ne fait pas son beurre avec le cloud. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec justement le passage en bourse d'OVH, Mm. puisque j'ai Où tout regardé est où public. est-ce. Oui, tout est public, exactement. Où est-ce qu'ils faisaient leur chiffre d'affaires, et le cloud, ça représente 20% de leur chiffre d'affaires. Donc, ça m'étonne pas. Par contre, Scalway est très bon dans ce qu'ils font. Nous, on a une grosse partie de notre infrastructure pour nos deux SaaS chez Scalway. On en a d'autres chez OVH, mais on ne prend que des serveurs chez OVH. Donc, on est sur leur truc historique. Ok. Et t'en as peut-être un autre ou deux en dehors de la France? Je sais pas. Alors, en dehors de la France, il y a Idora qui démarre qui tire son épingle du jeu. En Suisse? En Suisse, ouais. Et Ouais. puis, mince, ça y est, Exoscale aussi en Suisse, qui a l'air de faire de très bons produits. D'accord. Je Super. les ai pas testés parce que pour l'instant, moi, je m'adresse à des cloud providers français. Un jour où j'aurai des besoins qu'ils pourraient pas fournir, j'irai voir
en effet ailleurs en Europe. D'accord. Carrément. Et on parlait, après, on le sait, en fait, en tant que développeur, que ça soit Ops ou Front ou Back ou que sais-je, on est toujours dans cette culture d'apprentissage et d'apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, quelqu'un euh, qui est soit freelance ou donc qui va jouer directement avec ses clients ou en agence, donc il va devoir en fait répondre à la problématique client, comment il peut se former aux meilleures pratiques DevOps, avoir des solutions plus faciles, en tout cas monter en compétence sur toute cette partie-là. Et bah, qui viennent sur ma chaîne. Et ben voilà, exactement. Parce que j'aborde toute la partie culture DevOps sur la chaîne des compagnons du DevOps. Après, si c'est un peu plus technique, puisque moi je fais de la technique, mais pas que, il y a la chaîne de Xavki aussi, il fait beaucoup de technique. Il aborde un peu moins l'aspect culturel, donc du coup on se complète bien tous les deux. Mais en plus de la chaîne, j'anime une communauté en fait avec un forum. Bientôt il y aura un wiki, donc il peut venir s'inscrire aussi sur les compagnons du DevOps parce que pour moi les compagnons c'est un tout en fait. Il y a le podcast, il y a la chaîne YouTube, il y a les lives, il y a le forum. Donc à ce sujet-là, si je peux conseiller à tout le monde, je sais que la grande mode c'est les Discord et les Slack, etc. Et moi, je vous conseille de fuir ces trucs-là. Parce que, en fait, il y a un problème, et je l'ai remarqué, il y a un problème de productivité, c'est que les chats, c'est vraiment bien pour l'instantanéité, mais par contre, il y a beaucoup de flood, il y a beaucoup de bruit, en fait, et du coup, si on s'absente pendant 2 jours d'un chat, eh ben, on a l'impression d'avoir raté un truc. Ce qui n'est pas le cas avec un forum, parce que les forums sont bien classés. Je dis pas ça parce que j'administre un forum, mais j'ai remarqué ça en tout cas. Ils sont bien classés, ce qui fait que quand on passe une semaine en dehors du forum, il suffit juste qu'on aille voir les parties qui nous intéressent. Et Et c'est comme trié, c'est bien structuré classé. par Ouais, sujet, c'est clair, quoi. c'est clair. Non, je suis d'accord. Exactement. Mm. Exactement. Ok. Les chats, c'est bien, ça nous permet d'avoir l'impression qu'il y a une communauté active, mais en fait, c'est du bruit, il y a énormément de bruit parasite, et du coup, je sais pas si vous êtes freelance, mais moi, je suis freelance, donc à un moment donné, je pouvais pas passer mon temps sur un chat et vendre du temps à mes clients. Donc, j'ai Mm. décidé de couper tous les chats et Discord, etc., et d'aller de temps en temps sur ces trucs-là, mais du coup, je m'aperçois que je rate plein de trucs, et puis comme c'est pas trié, bah, Ok, donc de toute façon, on mettra évidemment tous les liens sur tes réseaux, ta chaîne, tout. Mais aujourd'hui, qu'on soit à la limite front ou back, on a tout intérêt en fait à s'intéresser un petit peu à cette culture, comme tu dis, pour faciliter le travail. Enfin, en tant que front, par exemple, un outil comme Vercel ou Netlify est venu simplifier et fluidifier énormément mon travail de mise en production. J'ai quasiment plus rien à faire, quoi. Et donc un front en fait va gérer un petit peu cette partie DevOps et de déploiement avec toute l'automatisation qu'on peut faire. Mais même pour un front, pour un back, on a tous intérêt en fait à s'y intéresser à cette culture. Donc on va dire bah clairement, hein. ta chaîne et tout ton travail de contenu que tu animes et que tu produis en fait ne sont pas uniquement que pour des admin 6, quoi. Bien au contraire, pour n'importe quel DevOps, pour n'importe quel développeur, aussi bien front que back, avoir une culture DevOps c'est important, quoi. Bah oui, en plus d'autant plus depuis que j'ai lancé Frogit, parce que du coup, je m'adresse plus qu'à des ops, mais je m'adresse aussi à des devs. Et sur ma chaîne, on en parlait en préparant l'émission, je fais des lives réguliers pour parler de la Jamstack et pour montrer comment on va déployer telle ou telle application. Donc là, dernièrement, j'ai fait Astro.js. Avant, dans l'année, j'avais fait Docusaurus. Là, enfin, l'épisode, il sera sorti, j'aurais fait Staticast. Donc, je montre aussi comment on déploie ces applications, même si moi je suis pas développeur, hein, mais je sais déployer des applications, c'est quand même mon métier. Donc du coup, je montre comment faire et je laisse évidemment le code, les gens ils peuvent l'utiliser pour justement déployer ça sur des GitLab Page qui sont un équivalent de Vercel, Netlify, etc. Et moi, j'ai une question qui fâche peut-être un peu. Est-ce que le niveau général en fait des développeurs que tu rencontres,
au niveau culture, ops, tout ça, est-ce qu'il est bon ou vraiment... Enfin, est-ce qu'il est... à quel niveau il est, en fait? Tu vois, est-ce que les développeurs que tu as en général, ils connaissent vraiment comment ça fonctionne un serveur, comment on déploie tout ça, ou vraiment comprennent rien? Bah, ça dépend. Ça dépend. Après, c'est vrai que quand on fait du développement, déjà, souvent, on n'a pas un Linux entre les mains. Moi, mon outil de travail, c'est un Linux. Ça veut dire que ma station de travail, c'est un Linux. Et quand tu déploies dans le web, tu déploies sur du Linux. Donc, si tu connais pas bien Linux, à un moment donné, tu es un peu limité. En plus, j'ai remarqué que souvent, la plupart des personnes qui font du développement, elles sont pas très à l'aise avec la ligne de commande, alors que ça permet de faire des trucs très rapidement, très vite. Typiquement, euh, moi, je fais du mentorat sur Git. J'accueille beaucoup de stagiaires et d'alternants, et je ne vois que le niveau de Git, il est mauvais. Et en plus, souvent, quand ils sortent d'école, ils ont utilisé que des outils graphiques, et je pense que c'est un très mauvais, Ah oui, comment dire, une très mauvaise courbe d'apprentissage que d'utiliser les outils graphiques. Pour moi, il faut utiliser la ligne de commande Git pour bien comprendre ce que fait Git. Quand tu Je dis, parle de... excuse-moi Christophe, mais quand tu dis interface graphique, c'est des outils de versionning Git, mais en interface graphique, type GitHub Desktop ou GitKraken, Tower ou des choses comme ça, ou directement Exactement. GitHub, ok. Mais par contre, ils n'ont jamais rien fait en ligne de commande, le Git stash machin, ça ils savent pas. Très rarement, en tout cas, la Ok. plupart de ceux que j'ai vu passer, et j'en ai vu passer plus d'une dizaine maintenant, alors je commence à me dire, enfin, je sais que maintenant quand j'accueille quelqu'un, Il y a soit une qui est tendance. en cours, soit qui est en reconversion, il y a une tendance en effet à un kit. De toute façon, je le vois, même je donne des cours en école d'ingénieur, quand je corrige les TD, je vois qu'ils sont mauvais. En fait, c'est juste qu'en fait, ils savent pas faire. Ils ont pas la Alors, culture du commit, quoi. c'est ça, et puis c'est pas forcément leur faute parce qu'on leur apprend pas. Hmm. Donc moi j'essaye de pousser, là chez une des écoles, j'essaye de rajouter un jour dans mon TD, puisque j'ai un TD de 2 jours, je leur apprends GitLab CI et Ansible, et du coup faire du GitLab CI alors que tu as des problèmes de Git, bah, c'est un peu compliqué. Donc j'essaye de rajouter un jour pour pouvoir faire du Git, mais on me dit ah mais j'ai pas les moyens et tout. Ah bah oui, bon, à un Et moment donné, est-ce que en fait, on pourrait dire, comme dans n'importe quel langage de programmation, les fondamentaux en fait sont hyper importants. Est-ce qu'on pourrait dire que les fondamentaux de l'Ops et de la culture Ops, c'est la gestion Git? Est-ce qu'on pourrait dire ça? ouais, pour moi les fondamentaux, qu'on soit Ops ou Dev, alors je parle de web, hein. Ouais. Je parle pas d'applications lourdes, etc. Parce que c'est un autre débat. Mais dans le web, Linux, Git. Linux, parce que de toute façon, tout va arriver sous Linux à la fin. Un Si jour ou vous l'autre, voulez... ça va arriver sur Voilà, Linux. exactement. Si vous voulez travailler avec un OS, macOS, parce que c'est du BSD, donc c'est assez proche, même si c'est pas tout à fait pareil, mais Windows, oubliez, hein, vous allez vous mettre vous allez vous-même vous mettre des bâtons dans les roues. Et Git, parce que clairement, c'est à la fois un outil de versionning, c'est un outil de déploiement, et c'est un outil de communication. C'est-à-dire que Git, il va vous permettre, vous, en tant que dev, de communiquer avec les autres devs de votre équipe, et surtout avec les ops. Parce que on a tendance à l'oublier, mais si on a des messages de commit, c'est aussi pour laisser des informations. Comment est-ce qu'on fait les commits? C'est vraiment super important. Qu'est-ce qu'on va mettre dans un commit? C'est quoi notre flux de développement? Tous ces trucs-là, c'est vraiment la communication dans l'équipe, et c'est ce qui va faire que l'équipe, elle va aller très loin, très vite ou pas. Ouais, donc c'est vraiment le ciment de l'équipe, quoi. Encore plus Mm. avec du travail à distance ou on va dire en remote, où en fait, pour le coup, le seul lien qu'il y a, c'est la code base et tout l'artifice qu'il y a tout autour. Et donc c'est Git ou Frogit qui vient Bah, lier un petit peu tout ça, quoi. GitHub, c'est le réseau social des développeurs, de toute façon. C'est un peu ça. Exactement, exactement. J'ai même écrit une newsletter que j'ai appelée, le sujet, c'est Git est mon meilleur ami. J'ai fait une anti-siège Git parce que je me suis aperçu qu'il y avait plein de problèmes. D'ailleurs, elle a été téléchargée plus de 1600 fois, ça veut dire qu'il y a un vrai truc en fait avec Git. Et pour moi, Git, ça devrait pas être
ça devrait pas être une douleur pour les gens. Et je traîne sur Twitter, je vois que les développeurs et les développeuses, c'est une douleur pour eux, Git, et qu'ils y vont en reculons. Et je pense qu'en fait, si ça n'est pas une douleur, enfin, le plombier, quand il vient chez nous, s'il sait pas utiliser sa clé à molette ou quoi, et ben, il va faire du mauvais travail. Bah, pour nous, c'est pareil. Si on sait pas utiliser Git, à un moment donné, on va juste faire du mauvais travail. Voilà. Yes, et juste peut-être avant de finir, il y a des événements qui sont vraiment orientés Ops, où justement on sait qu'il y a plein de conférences pour les devs, ou parfois c'est organisé même par les marques à coup de grands trucs marketing, tout. Mais est-ce qu'il y a des meet-up ou des choses comme ça qui sont vraiment orientées Ops et orienté à la fois culture et peut-être parfois un petit peu plus technique? Ouais, alors il y a des meet-up Ops, ça c'est sûr. Moi, j'ai pas la chance d'en avoir chez moi, sauf si je me prends par la main et j'en crée. Mais j'habite Saint-Étienne, donc il faut que j'aille à Lyon pour avoir des meet-up Ouais. Ops. Mais typiquement, les Lyonnais, vous avez les DevOps, vous avez des meet-up DevOps. Partout en France, dans les très grandes villes, il y a des meet-up DevOps. Typiquement à Saint-Étienne, à Rennes, on va héberger un meet-up DevOps bientôt. Il y a aussi des meet-up orientés Linux, enfin plein de trucs. Donc là, il y a ce qu'il faut. Il y a aussi en conférence, il y a les DevOps Day qui viennent de se dérouler à Marseille. Donc c'est très technique pour le coup, ça. Il y avait, malheureusement, elle n'existe plus, la conférence que j'aimais beaucoup, qui est le DevOps Rex. Donc tous les petits T-Rex bleus qui sont là derrière, c'est ce que j'ai pu récupérer au DevOps Rex. Là, on parlait beaucoup culture, retour d'expérience. Donc, si ça vous intéresse, allez sur la chaîne YouTube de DevOps Rex et allez voir les précédents talks. Parce que de toute façon, la culture, elle n'a pas trop bougé. Non. Le concept, l'idéologie reste la même. Après, peut-être le tooling a évolué, mais le cœur et l'essence même de l'idée, ça n'a pas changé, quoi. Ouais, exactement. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir justement DevOps Rex, parce que il y a beaucoup de retours d'expérience en fait en français en plus. C'est vraiment comment est-ce qu'on a mis en place le DevOps dans notre entreprise, comment ça s'est passé, etc. Puis il y a plein de sujets qui sont abordés. Excellent. Écoute, merci Christophe d'avoir pris le temps d'être venu sur Double Slash. On le redit, tu as un podcast, tu as une chaîne YouTube où justement tu parles et tu vulgarises, tu rends accessible aussi bien la culture que la technique, les compagnons du DevOps. Un grand merci à toi et merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout de l'épisode, et puis on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.